Donc avec la prise de l'Angleterre en 1066, le duc de Normandie, Guillaume, devint également roi d'Angleterre. Cette invasion normande ne marqua pas toutefois le début des rapports politiques, culturels et artistiques entre l'Angleterre et le continent. Elle servit plutôt de catalyseur à des réseaux d'échanges déjà existants. Alors, je voulais commencer justement en guise d'introduction avec cette croix reliquaire, donc du début ou du milieu du XIe siècle, réalisée en Angleterre ou en Normandie, un ivoire de morse autrefois rehaussé de fil d'or, qui provient du trésor de l'abbaye de Fécamp, donc en Seine-Maritime, et conservé aujourd'hui au musée du Louvre. Donc cet ivoire est mentionné à partir de 1362 dans le trésor de l'abbaye de la Trinité de Fécamp, et nous savons, de par les mentions anciennes, qu'il était jadis associé à une monture d'orfèvrerie filigranée. L'objet devait ainsi, par exemple, ressembler à une croix reliquaire pectorale du Victorian Albert Museum que vous avez vu dans l'exposition, qui associe un ivoire de style anglo-saxon à une monture d'orfèvrerie probablement germanique. L'ivoire de Fécamp est soit une œuvre insulaire, exportée en Normandie, ou effectivement sous influence anglo-saxonne, ou justement une pièce sculptée en Normandie sous influence anglo-saxonne. La Dextera Dei, placée au-dessus de la tête du Christ, fait ainsi l'écho à celle que l'on rencontre au tournant de l'an 1000 dans la sculpture monumentale anglaise, par exemple à Stepney dans la région du Grand Londres. La moustache tombante, très marquée du Christ, le traitement cordiforme de sa chevelure, la proéminence nasale ne sont pas sans évoquer des ivoires anglo-saxons liés au style de Winchester. Quant à la monture d'orfèvrerie disparue, il est malheureusement impossible de savoir si elle était par exemple insulaire, normande ou germanique. Nous verrons dans notre communication, via une sélection d'œuvres non exhaustive, comment le riche et puissant conglomérat plantagenet fut irrigué par une communauté artistique de goût qui intégrait des tendances artistiques tout aussi diversifiées que les territoires placés sous l'égide plantagenet. Les œuvres d'orfèvrerie et d'émaillerie parvenues jusqu'à nous ne représentent qu'une infime partie de la production de l'époque. Les destructions et les fontes furent nombreuses, et ce, plus particulièrement en raison de la dissolution des monastères dans l'Angleterre du XVIe siècle. À l'exception de la reliure d'Évreux, de certaines matrices de Sceaux, des émaux d'Henri de Blois et du pendentif de reliquaire de Marguerite de Navarre que nous avons vu tout à l'heure, donc œuvre que nous évoquerons également aujourd'hui, la datation ou le lieu de création n'est pas explicitement indiqué par une date apposée sur l'œuvre ou par un document d'archives. Ils sont en revanche déduits, bien sûr, à partir d'indices matériels iconographiques et ou stylistiques, afin d'aboutir à une datation relative, mettant en relation l'œuvre avec d'autres œuvres, souvent issues d'autres typologies comme la peinture ou la sculpture, et présentant des caractéristiques analogues, voire identiques, notamment sur le plan stylistique. Alors, le manuscrit du Liber Adimentorum, conservé à la British Library, illustré et complété par le moine Mathieu Paris au milieu du XIIe siècle, du XIIIe siècle, présente en revanche des dessins de bijoux offerts au monastère de Saint-Alban et aujourd'hui disparu, à l'image, vous l'avez ici en haut, d'un anneau pontifical offert par l'évêque de Winchester, Henri de Blois, constitué d'un saphir central sur monture d'or et cantonné de 4 perles avec le nom du prélat inscrit de son vivant sur le jonc de l'anneau. En 1120, le naufrage de la Blanche-Nef, avec à son bord le prince héritier Guillaume Andelin, fils du roi d'Angleterre et du duc de Normandie Henri Beauclerc, engendra d'importants problèmes de succession. Et Mathilde l'Emperesse, unique héritière d'Henri, doit alors affronter durant près de 20 ans son cousin Étienne de Blois qui lui a soufflé le trône d'Angleterre. Veuve en 1125 d'Henri V, empereur du Saint-Empire romain germanique, et remariée en 1128 au futur comte d'Anjou Geoffroy V Plantagenet, l'empereur fonde avec lui la dynastie des Plantagenets qui consolida et développa territorialement l'ère anglo-normande initiale, notamment avec la montée sur le trône d'Angleterre de son fils Henri II, marié, comme on le sait, en 1152 à Aliénor d'Aquitaine. Leur fils, Richard Cœur de Lion, maintint les frontières du royaume d'Angleterre, des duchés de Normandie et d'Aquitaine et des comtés d'Anjou, du Maine et de Touraine, face à Philippe Auguste, roi de France, qui annexera finalement en 1204 le duché de Normandie à la couronne de France. Alors en 1967, dans sa publication intitulée « Le goût plantagenet », Marie-Madeleine Gauthier formule l'idée d'un goût plantagenet fleurissant sur toute l'ère dynastique Plantagenet.
Alors, si nous pouvons, pour notre propos, suivre en partie sa grille de lecture, il faut toutefois préciser que l'auteur ne fait commencer le goût Plantagenet qu'à la seconde génération Plantagenet, constituée par Henri II Aliénor d'Aquitaine, et oublie ainsi de prendre pleinement en compte la première génération Plantagenet, constituée par Mathilde, Lempresse et Geoffroy. La documentation ancienne nous livre le nom de nombreux praticiens dans le domaine de l'orfèvrerie, originaires du Saint-Empire et en activité dans la sphère anglo-normande. Le Domesday Book mentionne à la fin du XIe siècle plusieurs orfèvres portant des noms germaniques. D'après l'Historia Ecclesiastica d'Orderic Vital, un certain Otto Aurifaber, donc Othon l'orfèvre, fut chargé de la décoration de la tombe de Guillaume le Conquérant à l'abbaye Saint-Étienne de Caen après 1087. Ce même Othon pourrait correspondre à l'Othon cité par le Domesday Book, un orfèvre propriétaire de biens dans l'Essex et dont les descendants travaillèrent pour la monnaie royale anglaise. De plus, sous le règne du roi Henri II, des marchands de Cologne étaient établis à Londres. Alors, on l'aura compris, la mobilité des œuvres et des praticiens rend souvent délicate la question de l'origine géographique d'œuvres de ce type. Ainsi, le reliquaire du chef de Saint-Oswald, destiné au trésor de la cathédrale de Hildesheim, fut réalisé, comme l'a rappelé récemment dans un catalogue d'exposition Barbara Dreckbaum, soit en Allemagne, soit en Angleterre. Probablement commandé par le duc de Saxe Henri le Lion et son épouse Mathilde, fille d'Henri II, couple qui passa les années 1180 en exil à la cour Plantagenet, le reliquaire affiche un programme iconographique comportant de nombreux saints anglais. Alors dans sa Gesta Normanorum Ducum, le chroniqueur Robert de Torigny rappelle que Mathilde Lempresse avait distribué notamment au monastère de Neustrie, je cite, non seulement les incomparables trésors impériaux qu'elle avait rapportés d'Italie, mais aussi ceux que la munificence du roi son père lui avait alloués sur les richesses inépuisables des Anglais. La même Mathilde appréciait certainement les pierres précieuses pour leur supposée propriété, dans la mesure où Philippe de Tancres, moine proche de l'empresse, rédigea un lapidaire, un genre littéraire et proto-scientifique, particulièrement en vogue dans les cours anglo-normandes. Quelques noms de praticiens, clercs ou laïcs, peuvent être finalement repêchés dans la documentation ancienne, sans qu'il puisse toutefois, malheureusement, être possible de leur attribuer des œuvres parvenues jusqu'à nous. Plusieurs orfèvres ayant travaillé pour Henri II sont documentés, par exemple un certain Geoffroy de Caen, donc Gaufrido Henri Fabro Decadomo, ou encore un certain Gauthier d'Arc dans le Pas-de-Calais, donc Waltero Henri Fabro de Arcis. L'apparition d'une corporation embryonnaire d'orfèvres à Londres à la fin des années 1170 laisse entendre finalement que la pratique professionnelle glissait progressivement du monde clérical à la sphère laïque. Alors bien sûr, on parle du goût Plantagenet, donc commençons par les œuvres phares en lien avec cette dynastie. La célèbre effigie funéraire de Geoffroy Plantagenet, réalisée dans l'ouest de la France, peu après 1151, qui provient du tombeau de Geoffroy à la cathédrale Saint-Julien du Mans, en cuivre chanlevé, doré et émaillé, avec la technique spécifique du vernis brun. Alors, l'émaillerie chanlevée connut un véritable renouveau en Occident à partir de la première moitié du XIIe siècle. Cette plaque se fait l'écho d'expériences techniques variées. Elle se rattache à certains émaux donnés à l'Angleterre de par ses couleurs, la présence de vernis brun, donc une huile de lin chauffée, sur les lions et l'écu et la robe renvoient à des exemples connus pour la région Rhéno-Mosane et pour l'Angleterre. Notamment pour l'Angleterre, on pense aux fragments découverts en 1980 à Battle Abbey dans le Sussex. Le ton dégradé des émaux renvoie aux émaux mosans et aux émaux limousins produits pour l'ordre de Grandmont. Le décor architecturé évoque lui aussi la production limousine. La plaque fut peut-être commandée par Mathilde Lempresse, qui avait peut-être commandé d'ailleurs en 1121, vous l'avez ici à gauche, une croix en cuivre doré destinée à l'abbaye d'Amorbach en Bavière. La figure, représentée au revers de cette croix, pourrait être Mathilde elle-même, tandis que la disposition des plis de ses vêtements rappelle étrangement la disposition de la plaque de Geoffroy. Une pièce assez intéressante et peu connue, cet aigle de l'évangéliste Jean, plaque provenant d'une croix d'un autel portatif, datable du troisième quart du XIIe siècle, retrouvé au plus tard en 1872 à la rue Saint-Pierre en Seine-Maritime et conservé au musée des Antiquités de Rouen. À l'image de l'émail du Mans, cette plaque se fait également l'écho d'expériences techniques très variées. L'aigle s'inscrit iconographiquement dans le sillage des émaux germaniques de la fin du Xe siècle.
Le bord engrenetier de la plaque et l'inscription verticale émaillée de bleu l'apparentent aux pratiques rhéno-mosanes. De façon inédite, l'imitation de la technique du cloisonné par des cloisons chanlevées pour représenter les plumes du torse de l'aigle se retrouve intéressamment sur les plumes de l'ange du trésor de l'abbaye de Grandmont, qui est aujourd'hui la propriété de l'église Saint-Sulpice des Feuilles. Une statuette peut être limousine, réalisée dans le deuxième quart du XIIe siècle. À ceci s'ajoute la particularité des deux motifs floraux, tout cela permettant sans doute de voir ici une production locale. Autre pièce intéressante, cette Vierge Marie provenant d'une scène de crucifixion qui constitue le plat inférieur de la reliure des évangiles de la cathédrale Notre-Dame d'Évreux, réalisée à la fin des années 1150 à Saint-Alban et conservée aux archives départementales de l'Eure. Alors, le présent manuscrit, dont l'écriture et les enluminures renvoient à l'abbaye de Saint-Alban, fut sans doute offert par l'abbé Robert de Goron à Rotrou de Beaumont, évêque d'Évreux. Il s'agit là, exception faite de quelques fermoirs, des seuls éléments décoratifs connus de reliure anglo-normande. La figure d'applique de la Vierge peut être aussi attribuée à Saint-Alban en raison de parallèles stylistiques étroits avec le psautier de Saint-Alban, aujourd'hui conservé à Hildesheim. La Gesta Abbatum Monasteri Sancti Albani évoque au XIIe siècle et au début du siècle suivant, au sein du monastère, plusieurs frères aurifabri, donc des orfèvres, à savoir Anquetil, chargé de travailler sur la chasse de Saint-Alban, ou encore Walter de Colchester et Radulf Gubium. Bien sûr, la sigillographie, avec ici le sceau d'Henri II, avec le revers de type équestre, appendu à une charte portant sur la donation à la cathédrale de Rouen de la seigneurie de Bentworth dans le county du Hampshire. Alors, réalisé en Angleterre vers 1164 et conservé aux archives départementales de Rouen. Donc, la plupart des matrices de sceaux étaient réalisées par des orfèvres. Sous l'influence des pratiques byzantines et pontificales, les sceaux ne furent progressivement plus rivés aux documents qu'ils authentifiaient, mais pendant, ce qui permit d'utiliser à la fois leur avers et leur revers. Pratique initiée par les rois anglo-saxons dès le XIe siècle, elle fut reprise par Guillaume le Conquérant, qui ajouta toutefois une nouveauté, celle du type équestre, où le souverain est à cheval. Ce type jouit d'une grande postérité auprès de ses successeurs plantagenets, notamment avec Henri II. Cette chasse reliquaire, avec scène de martyr de Thomas Becket, réalisée après 1173, probablement en Angleterre, en argent niellé, conservée au Metropolitan, est l'œuvre que nous abordons maintenant. Décapité, comme on le sait, en 1170 dans sa cathédrale de Cantorbéry par des chevaliers à la solde d'Henri II, Thomas Becket fut canonisé en 1173 et son culte se répandit notamment très rapidement en Angleterre et dans l'ouest de la France. La proximité stylistique des figures niellées avec une reliure conservée à Bladenstadt en Allemagne laisse entendre qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un orfèvre rhénan pour un commanditaire anglais. La technique du niel est par ailleurs présente sur plusieurs objets, soulevant la question des échanges artistiques entre l'ère rhéno-mosane et l'Angleterre. Pièce insigne du musée des Antiquités, la croix reliquaire du Valas, qui associe deux objets, donc probablement réalisé au Saint-Empire entre le XIe et le début du XIIe siècle pour la petite croix à la croisée, et la Normandie pour le reste de la croix à la fin du XIIe siècle, or, argent filigrané, verroterie, avec notamment un certain nombre de matériaux que je ne détaille pas ici. Alors cette croix recueille en sa partie centrale une petite croix gémée en or provenant d'un objet plus ancien, peut-être une croix reliquaire pectorale. Cette petite croix affiche des filigranes évoquant les productions du Saint-Empire, à l'image des filigranes de la croix de l'abbesse Mathilde d'Essen et du duc Othon. La Grande Croix possède des filigranes analogues à ceux rencontrés dans l'orfèvrerie normande de la fin du XIIe siècle, notamment sur la châsse de Saint-Évroult. Ces filigranes sont ici brasées à la limaille d'argent et de cuivre, selon une technique mentionnée au début du XIIe siècle par le moine germanique Théophile dans son De Diversis Artibus au livre 3, chapitre 30. La forme générale, dit Pathé, reprend celle de la petite croix centrale, tout en évoquant le pouvoir impérial romain, une rhétorique politique habilement reprise par des individus de pouvoir au Moyen-Âge. L'ensemble est orné de pierres précieuses et semi-précieuses provenant principalement de Méditerranée et d'Asie du Sud-Est. Il est possible que Mathilde l'Emperesse ait ramené
du Saint-Empire certains éléments de cette croix, offerte ensuite à la communauté de Valas, fondée par cette Mathilde, comme symbole de la souveraineté des ducs normands, qui sont aussi, pour rappel, rois d'Angleterre. Voyons maintenant justement cette fameuse chasse de Saint-Évroult, donc réalisée entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, probablement en Normandie et aujourd'hui conservée assez. Alors nous savons qu'à partir du Xe siècle, le culte des saints et des reliques connut un essor remarquable grâce au développement des monastères bénédictins, ou encore par exemple Cosmon de C, conseiller de Guillaume le Conquérant et évêque de Salisbury, offrit à son sanctuaire 6 chasses en argent doré. Cependant, la disparition quasi totale des trésors romans, comme celui de Jumièges, implique une connaissance erratique des chasses anglo-normandes de l'époque, d'où l'importance fondamentale du rare témoignage constitué par la présente chasse. Les liens étroits entre l'ère Plantagenet, l'ère Rhénaud-Mosane et le duché d'Aquitaine, mais aussi l'ubiquité du style 1200, expliquent le caractère, encore une fois, hybride du style de la chasse. Le Christ en gloire procède d'une tradition iconographique fréquente au XIIe siècle et déjà présente à la fin du siècle précédent, notamment dans l'enluminure limousine. Le symbole de marque évoque les figures léonines créées en Basse-Saxe, alors que le dragon combattu par Saint-Michel renvoie aux créatures de l'enluminure anglaise ou normande de la seconde moitié du XIIe siècle. Des motifs végétaux rayonnants de grande dimension complètent le décor en relief du toit de la chasse et s'inscrivent dans le goût anglo-normand, dans le goût anglo-normand de l'époque pour les grands épanouissements végétaux, que ce soit les palmettes orchidées de l'enluminure ou encore le crosseron retrouvé à Whithorn en Écosse et conservé aujourd'hui à Édimbourg. Autre pièce intéressante, cette cuillère liturgique qui a une petite actualité puisqu'elle a été utilisée il y a quelques mois pour le couronnement du roi, la cuillère liturgique dite Coronation Spoon de la seconde moitié du XIIe siècle pour le cuilleron, avec des éléments postérieurs pour le reste de la cuillère, réalisée en Angleterre, provient des régalias conservés à l'abbaye de Westminster. La forme générale renvoie aux cuillères retrouvées à Pevensey dans le Sussex ou à Taunton dans le Somerset, dans des contextes archéologiques de la fin du XIIe siècle. Le cuilleron affiche un décor végétal d'acanthe, typique de l'enluminure anglaise du XIIe siècle. Il s'agit donc, avec la croix du Valas, des seules pièces d'orfèvrerie normandes, des seules pièces d'orfèvrerie commandées au XIIe siècle par un commanditaire royal anglais et parvenu jusqu'à nous. Pièce très connue, bien sûr, les anges turiféraires et Henri de Blois en évêque donateur, milieu du XIIe siècle, avant 1171, réalisés probablement en Angleterre et conservés au British Museum. Ces 2 plaques furent destinées à Henri de Blois, évêque de Winchester de 1129 à 1171. Le style et la technique de ces plaques correspondent en tout point à la pratique mosane et semblent indiquer que ces objets soient l'œuvre d'un émailleur mosan. Autre pièce intéressante, les apôtres Pierre et Paul proclamant la divinité du Christ, et en dessous, l'apôtre Pierre affirmant la divinité du Christ et recevant les clés du paradis, donc des émaux réalisés dans le dernier tiers du XIIe siècle, en Angleterre, qui appartiennent à un groupe de 7 plaques émaillées réparties aujourd'hui entre Dijon, donc là c'est les pièces dijonnaises, Lyon, Nuremberg, Londres et New York, et provenant peut-être d'une chasse ou d'un devant d'autel. Alors la composition dérive de modèles fournis par l'art ottonien. À l'instar de l'émaillerie rhénane et saxonne, la préférence est donnée à la dimension narrative plutôt qu'à la dimension typologique, caractéristique de l'art mosan, et les figures sont traitées pour la plupart en réserve sur de vastes aplats émaillés. Les drapés s'inscrivent toutefois dans la tendance du Damfold style de tradition byzantine qui apparaît dans le deuxième quart du XIIe siècle avec la Bible de Bury St Edmund, enluminée par Maître Hugo et conservée au Corpus Christi College de Cambridge, et trouve un écho dans un manuscrit des commentaires de Bede conservé au St John College, toujours à Cambridge, enluminé au milieu du siècle à l'abbaye justement de Ramsey, on y était tout à l'heure, dans l'Essex. Pièce insigne aussi que vous pouvez voir dans l'exposition, le célèbre ciboire Balfour, réalisé au cours du troisième quart du XIIe siècle en Angleterre, donc émaillé, une pièce insigne du Victorian Albert Museum. La technique, la palette, les correspondances testamentaires typologiques et la disposition en médaillon renvoient aux émaux mosans du retable de Saint-Remacle de l'abbaye de Stavelot, réalisé au milieu du siècle. Le ciboire porte des vers latins identiques à ceux accompagnant les peintures murales contemporaines de la salle capitulaire de Worcester, peintures
connu par un manuscrit de la première moitié du XIIe siècle et conservé à la cathédrale de Worcester. Les palmettes tentaculaires, du ciboire se retrouvent dans la Bible de Bury St Edmunds, mais aussi avec les peintures murales de la chapelle Saint-Julien de Petit-Quevilly, près de Rouen, un décor réalisé entre 1160 et 1188 à la demande d'Henri II ou de sa mère, Mathilde Lampresse. La mise en page, via des médaillons, renvoie aux peintures de Worcester, bien sûr, Petit-Quevilly, ou encore à celles réalisées entre 1150 et 1160 dans la crypte de la cathédrale de Cantorbéry ou dans le collatéral méridional de la cathédrale d'Ely. Alors la ville de Limoges, intégrée depuis le mariage d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine en 1152 au domaine Plantagenet, est mentionnée pour la première fois en lien avec sa pratique de l'émaillerie vers 1170 dans une lettre rédigée par un proche de Thomas Becket, alors en exil sur le continent. Les Plantagenets furent par ailleurs les bienfaiteurs de l'ordre monastique de Grandmont, fondé en 1176 dans le Limousin, et cet ordre passa de nombreuses commandes aux émailleurs limousins. Alors cette chasse, figurant le Christ et les apôtres, réalisée au cours du dernier quart du XIIe siècle à Limoges, aujourd'hui conservée à la cathédrale Sainte-Anne d'Apt et provenant probablement de l'église Saint-Pierre d'Apt, donc dans le Vaucluse. Les palmettes tentaculaires du revers se font l'écho d'œuvres anglaises comme la Bible de Bury St Edmunds ou encore le ciboire Balfour que nous venons de voir. Les apôtres affichent des traits byzantinisants marqués, évocateurs de certaines mosaïques normandes de Sicile, mais aussi des enluminures du psautier de Winchester qui, au milieu du siècle, comportent notamment une Vierge et l'enfant, sans doute inspirés par une icône grecque. Les liens entre aire Plantagenet et royaume normand de Sicile étaient alors étroits. Jeanne, l'une des filles d'Henri II, se rendit en 1177 sur l'île pour épouser Guillaume II de Sicile, où elle fut accueillie par une importante délégation d'Anglais installés sur place. Un exemple de chasse de Thomas Becket, réalisé à la fin du XIIe siècle à Limoges, conservé au musée du Louvre. Le culte de Thomas Becket fut en partie soutenu par les reliquaires créés à Limoges et l'entremise de certains souverains anglais et prélats jouèrent un rôle important dans la multiplication des chasses consacrées à ce saint. Certains éléments renvoient ici à l'enluminure anglaise, notamment les vêtements des deux chevaliers, que l'on retrouve, comme relevé par Elisabeth Taburet de La Haye, dans un psautier anglais conservé à la Bibliothèque royale de Copenhague ou dans le psautier de Cantorbéry conservé à la Bibliothèque nationale de France. Saint-Étienne de Muret et Hugues de la Querta, mais aussi l'adoration des mages, des plaques provenant de l'hôtel majeur de Grandmont. Des émaux réalisés au cours du dernier quart du XIIe siècle à Limoges et conservés au Musée national du Moyen-Âge. Les plaques appartiennent à un groupe d'émaux caractérisé par l'emploi d'un émail rosé pour les visages, avec des lignes réservées pour en définir les contours et l'emploi combiné d'un émail orangé combiné au cuivre pour définir les chevelures. Le chroniqueur Geoffroy de Vigeois nous rapporte au XIIe siècle que l'empresse, donc Mathilde Lampresse, avait offert à Grandmont 30 000 sous d'or, donation répétée ensuite par son fils Henri II avec son épouse Aliénor, tous deux qui avaient placé Grandmont sous leur protection. Une pièce peu connue mais qui est intéressante, conservée au musée des Antiquités, ce Christ bénissant, un médaillon provenant sans doute d'une croix, donc que je donne à la fin du XIIe siècle, donc toujours à Limoges. Cette pièce, inédite du musée des Antiquités, peut être rattachée, pour des raisons stylistiques, aux émaux limousins de style grandmontain, donc voir les observations précédemment faites sur l'objet précédent. Pièce très intéressante, ce calice de la fin du XIIe siècle, réalisé dans l'ère anglo-normande, peut-être dans la tradition de Limoges, retrouvé en 1840 dans une tombe de l'abbaye de Rosper dans le Sussex et conservé au British Museum. La palette et la technique des émaux renvoient à la production limousine et Marie-Madeleine Gauthier avait classé cette œuvre dans son groupe dit aux grands yeux. Mais le dessin des figures n'est pas typique des émaux limousins et en raison de la provenance anglaise ancienne du calice, Neil Stratford proposa d'y voir l'œuvre d'un émailleur limousin actif en Angleterre. Autre pièce également intéressante du musée des Antiquités, cet ange, symbole de l'évangéliste Matthieu, un élément de croix ou de chasse réalisé à la fin du XIIe siècle et donc conservé à Rouen. Cet autre émail est proche stylistiquement justement du calice Rosper que nous venons de voir. Alors il est temps de passer à notre conclusion. Alors que dans la partie occidentale de l'Europe, l'orfèvrerie connut dès le XIe siècle une grande autonomie stylistique, force est de constater que dans l'ère Plantagenet, les arts précieux germaniques suscitèrent une certaine émulation, tandis que certaines caractéristiques locales se distinguèrent, à savoir
goût pour le niel, intérêt pour les propriétés des gemmes ou encore influence de la peinture insulaire et de ses fantaisies végétales. Pour les émaux, il convient moins de parler d'ambiguïté que de richesse stylistique. Le traditionnel clivage dessiné par l'historiographie entre une émaillerie septentrionale fleurissant dans l'Ervénomosane et une émaillerie méridionale centrée sur Limoges appelle à être dépassé au profit d'une réalité plus riche et plus complexe. Alors, au-delà des confins justement continentaux de son territoire, l'ère Plantagenet exporta également ses productions ou ses traditions matérielles en Scandinavie, en Italie méridionale et en Espagne. Cette coupe de la fin du XIIe siècle, œuvre de l'orfèvre Simon, probablement anglais, en argent martelé, retrouvé en 1880 dans un trésor enfoui à Dune sur l'île de Gotland en Suède et donc conservé à l'Historiska Museum de Stockholm. L'inscription de cette coupe à bois nous indique qu'elle fut réalisée par l'orfèvre Simon, probablement anglais, pour le slave Zagolnev. Les motifs végétaux et les palmettes sont là encore typiques des créations de l'ère Plantagenet. Cependant, je ne vais pas redévelopper sur ce pendentif reliquaire que nous avons vu tout à l'heure. Juste pour compléter ce qui a été dit, c'est que d'autres objets issus de l'ère Plantagenet arrivèrent en Sicile, à l'image, on n'a malheureusement pas de bonnes photos, à l'image d'un chandelier tripode en alliage cuivreux de style anglo-normand et aujourd'hui conservé au musée de Catane. Finalement, l'émaillerie de l'ère Plantagenet connut une floraison temporaire dans le nord de la péninsule ibérique, avec les émaux conservés à Silos et à Burgos, avec le tombeau de Saint-Dominique, qui présente certaines parentés avec l'émaillerie de Limoges, et dont la partie supérieure est traitée justement au vernis brun, cette technique qu'on évoquait justement tout à l'heure pour la plaque de Geoffroy Plantagenet. L'on retrouve par ailleurs le style des émaux de Silos sur des médaillons conservés à Cantorbéry, récemment, et à Bury St Edmunds en Angleterre, mais aussi sur les émaux ornant un hôtel portatif, aujourd'hui conservé à Agrigente et associé à des éléments d'une croix reliquaire, probablement fabriquée à Jérusalem au cours de la première moitié du XIIe siècle. Les émaux de ce dernier objet sont par ailleurs très proches de ceux de la châsse de Champagnat, conservée au Metropolitan de New York. Voilà, c'est une comparaison assez intéressante. Et entre 1171 et 1202, Aliénor d'Angleterre, fille d'Henri II et son époux Alphonse VIII de Castille, favorisèrent de leur munificence justement Saint Domingo de Silos. La documentation ancienne nous indique finalement, et je terminerai là, qu'à la même époque, Henri II envoya à ses filles des récipients en argent. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci. Don't go away. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Artaud? Maybe I can just mention something which I'm not going to be able to do properly because I can't remember. But I think you mentioned when you were speaking about the Niello little Beckett reliquary at the Met, I think you mentioned the comparisons that are sometimes made either to Mosinor sort of Germanic style. And one thing that has often, that I've often wondered about is actually whether we should be thinking of Niello more broadly. And Elisabeth, maybe you remember that one of the croziers of Limoges work that we had in our exhibition also had a Niello element on it. So I think there's a temptation to think of Niello as more Germanic, but we maybe need to broaden our understanding of that. And also that, if I'm not mistaken, our reliquary had a rather early history in French collection, in a French collection. Merci. Autrement? OK. Merci. So, je vous remercie beaucoup.